Publicis a cette chance d'avoir eu seulement 3 patrons en 100 ans. Quand même pas mal. Alors, 3 PDG en 100 ans, il faut le dire vite. Parce qu'il y en a eu 2 en 90 ans. En réalité, je suis un petit jeuneau. Et si effectivement le nom de mon père n'a pas complètement disparu de Publicis, c'est parce que ce soit Maurice Lévy ou Arthur, il parle, il évoque le nom de mon père. Il y a quelque chose de transmission presque familiale, quoi. Ce qu'il y a de formidable dans ces 2 PDG en 90 ans, c'est que vous avez 2 personnalités extraordinaires. Nous n'avons aucun goût pour les choses faciles. Nous n'avons aucun goût pour les choses évidentes. On dit que notre vision, c'est viva la différence. Ce ne sont pas que des mots. Publicis est une entreprise très différente. Vous savez, mon père avait coutume de dire « L'imagination est plus importante que la connaissance ». À l'âge que j'ai, une seule chose m'intéresse, l'avenir. Oh putain, c'est bon ça. Quand j'ai rejoint Publicis, c'est parce que je voulais rejoindre un groupe français avec une très grande ambition internationale. Et quand je suis arrivé à Publicis, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Publicis, c'est qu'on s'est toujours réinventé. Et ça a commencé avec Marcel Bleustein-Blanchet. C'est quand même celui qui amène les slogans et les jingles à la publicité. C'est celui qui dit un jour, pourquoi on ne mettrait pas de la pub dans de la radio ou dans des films télé, comme on a pu le voir avec le premier film qui était Boursin à l'époque. C'est des choses qui restent hyper moderne. Parce qu'aujourd'hui, on va voir nos clients et on leur dit « Ah, il faut que vous connectiez tous vos médias ». Marcel, il faisait ça depuis le premier jour à Publicis. C'est ici qu'a débuté M. Bleustein-Blanchet et le titre de ce livre, La rage de convaincre, situe bien la carrière de l'auteur qui, à 20 ans, avait abandonné l'affaire familiale de meubles pour se lancer dans un métier qui n'existait pas encore, la publicité. Mon père avait quitté l'école à 12 ans pour aller vendre des meubles avec son père, dehors. Et pour le coup, vous apprenez la rage de convaincre. Il harangue les gens, mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit les annonces du magasin de son père. Et il voit qu'il a un vrai talent, et ce qui fait qu'un beau jour, il dit à son père « Ciao, je m'en vais. Je vais créer mon agence. » Son père lui répond « Tu veux vendre des courants d'air ?» Et il répond, c'est le vent qui fait tourner les moulins. Et c'est comme ça qu'il crée Publicis en 1926, alors qu'il a 20 ans. Il l'installa au 17 de la rue du Faubourg-Montmartre. Derrière la porte d'entrée, il y avait une pièce, une petite cuisine, et en bas, un marchand de boudin. Publicis était né. J'ai engagé une secrétaire qui ne connaissait pas l'orthographe et moi non plus. Et il disait, elle était constellée de taches de rousseur et de fautes d'orthographe. Qui était sur un bottin parce que la chaise était trouée. Et j'ai commencé à tirer les cordons de sonnette partout, à droite, à gauche, jusqu'à ce que je fasse la même application de la psychologie de la vente pour montrer la publicité. Il faut se replacer à l'époque. Dans les années 20 ou les années 30, mais dans cette époque-là, la publicité, c'était de la réclame, comme il disait, et il avait la réclame en horreur. Voilà une épreuve d'un journal qui s'appelait Le Matin, qui est apparu jusque pendant la guerre. Et voilà une page de réclame. Elle était faite pour des produits qui s'appelaient syphilis voie urinaire, maladie secrète, maladie de la femme. Et donc, de ce fait, il a décidé qu'il allait faire uniquement de la bonne publicité pour des bons produits qui diraient la vérité, en l'enjolivant, bien sûr, mais qui diraient la vérité.
Et ça a été le début d'une forme de code d'éthique qui l'a accompagné toute sa vie. Marcel Bloustin-Blanchet est très jeune, mais très curieux, et il se dit « L'Amérique, c'est la Mecque de la publicité. Je vais donc aller à la Mecque. » Et là, il va rencontrer les gens de CBS, les agences de publicité, il va rencontrer Gallup, il va rencontrer un certain nombre de personnalités, et il va apprendre. Il va apprendre et il va découvrir que la publicité, c'est un métier. Aussi bête que cela puisse paraître, c'est un vrai métier. Les années 29-30 sont difficiles, c'est compliqué. Il décide que la seule façon pour lui de se développer, c'est de faire de la qualité. Et l'agence devient extrêmement créative et se développe. Et puis, il a envie de faire quelque chose de très intéressant puisqu'il découvre le média radio. Il va prendre un avion, il va aller dans toutes les villes de France où il va louer des temps d'antenne de radio locale contrôlées par l'État et il va créer les antennes Publicis. Ces antennes Publicis vont offrir des espaces publicitaires avec des slogans chantés. Mes chers camarades, vous vous rappelez tous ces petits bijoux poétiques et commerciaux? Ah oui, c'est un slogan que les femmes adoraient. Brunswick, Brunswick, c'est le fourreur qui fait fureur. Bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles, vous avez des meubles. Bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles qui durent longtemps. L'audace de mon père, ça a été d'imaginer la vertu des radios dans les années 20-30 pour faire prospérer la publicité. Parce que ça n'existait pas à l'époque. En changeant simplement de cadence, en donnant à cette jeunesse le sentiment que pour la première fois elle était concernée, elle s'est immédiatement intéressée à cela. Jusqu'au moment où ces chaînes de radio ne seront plus autorisées à prendre de la publicité. Et c'est comme ça que je me suis trouvé du jour au lendemain démuni de 12 millions de contrats que j'avais réussi à acquérir. Et j'ai pensé immédiatement, pourquoi n'aurais-je pas mon propre poste? Et là va commencer une formidable aventure qui est l'aventure de Radio Cité. Ah oui, que là, je crois que j'ai pris le plus grand risque de ma vie. Hop! Oh, pas si vite, voyons. Là, mettez-le à 45. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toutes les maisons. Et cette publicité rapportant de l'argent, ils ont fait une radio moderne. Le journalisme, les variétés, les émissions publiques, l'association, c'est bien simple. De 7h du matin jusqu'à minuit, 1h du matin, c'était sans discontinuer. Ça a été, je peux dire, le début de toutes les grandes vedettes. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle pas, je vois la vie en rond. Piaf a passé au musical des jeunes. Charles Trenet, que j'avais trouvé moi-même dans un cabaret qui chantait sur Yann Sekian. C'est la romance de Paris. Marcel Bloustin a 30 ans, il est milliardaire. Il a déjà vécu toute une vie. Un jour, Viro assurait les championnats du monde de ski. Et on lui a téléphoné en lui disant « Quittez les championnats du monde, gagnez l'Autriche, car les Allemands vont entrer dans Vienne d'un jour ou d'une heure à l'autre. » Alors Viro a foncé en Autriche. Il est entré dans un bistrot. Il y avait une cabine téléphonique au fond. Et il a eu le studio de Radio Cité. Et à ce moment-là, il nous a dit « Je suis dans Vienne, je suis dans un café, les Allemands vont entrer d'une minute à l'autre. Oh, attendez !» dit-il. Il a tiré sur le fil le plus possible, il a gardé le récepteur et il nous a dit « Écoutez, écoutez le bruit des pas, les Allemands en ce moment entrent dans Vienne. » On a senti que quelque chose se passait dans le monde, nous étions 5 hommes à pleurer d'émotion.
Évidemment, quand la guerre est arrivée, tout a été supprimé. Marcel est profondément français, patriote. La première chose qu'il fait, c'est de saboter, et ça c'est un crève-cœur, l'émetteur de Radio Cité, et il le fait effectivement exploser. Son agence et un certain nombre d'autres éléments tombent entre les mains des administrateurs des biens juifs. Il rejoint la résistance et il rejoint finalement le général de Gaulle à Londres. Il réussit à se faire enrôler dans la 8e armée américaine et il est copilote et il fait quelques missions au-dessus de la France occupée. Et ça, c'est à la fois une fierté de pouvoir défendre la liberté, un crève-cœur que d'avoir à bombarder, même si ce sont des positions allemandes, mais à bombarder la France. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les chars Leclerc sont à l'hôtel de ville. Paris est libéré. Magnifiquement en chantant, c'est la fête au pays qui revit. Au cours d'une prise d'armes qui s'est déroulée dans la cour d'honneur des Invalides, le général Cornéglion-Molinier, ministre d'État, a remis à M. Bleustein-Blanchet les insignes d'officier de la Légion d'honneur au titre de la Résistance. Et il est très fier parce qu'il va recevoir la Légion d'honneur à titre militaire. Je suis fou de colère, de chocolat colère. Je suis fou de colère. J'entends son nom partout. J'entends y par là que le chocolat. Tout le monde est fou. Quelle joie dans l'air. Tout le monde est fou de colère. C'était la reconstruction de Publicis après la guerre. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il avait un enthousiasme stupéfiant. Ce recommencement de Publicis a été une des choses qui m'a le plus impressionné, parce que c'était vraiment repartir à zéro. Marcel Bleustein-Blanchet redémarre Publicis en 1945. Ce n'est pas facile, parce que certains administrateurs de biens juifs se les étaient appropriés, pensant qu'ils ne reviendraient jamais. D'ailleurs, malheureusement, certains ne sont jamais revenus. Et il redémarre de manière très intéressante avec des budgets américains. Oh, dents blanches. Haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Le super dentifrice Colgate nettoie votre haleine en nettoyant vos dents. Nouveau, sensationnel, super Colgate. Marcel Bleustein-Blanchet, dès son enfance, rêvait des Champs-Élysées. Et l'hôtel Astoria, qui avait été occupé par les Allemands, puis ensuite par les Alliés, a été rendu à son propriétaire. Mais il y avait tellement de travaux à faire qu'il avait décidé de le vendre. Et Marcel Bleustein-Blanchet, dans une espèce de coup de folie, a décidé de l'acheter. D'abord, c'était son rêve. Et puis quand on monte sur le toit des Champs-Élysées, et de notre immeuble des Champs-Élysées, de son immeuble, on voit le Sacré-Cœur, et c'est là qu'il était né. Il ne faut pas l'oublier, rue de Clignancourt. Pour le public de la télévision américaine, c'est avec son incroyable accent Maurice Chevalier qui fait les honneurs du chantier. Inside the shell of this building, they are making the letters to most modern offices. Le fait de se retrouver là où les Allemands ont été et qui ont été boutés hors de cet endroit qui a été occupé par le général Eisenhower, c'était quand même quelque part une espèce de régal. Et puis, en visitant le chantier, il a une idée pour exploiter l'espace du rez-de-chaussée. Sophie Bleustein-Blanchet raconte. C'est né comme ça, il a décidé un matin, nous allions faire un drugstore à la française. Je peux dire que tout le monde a été contre moi. Je dis, mais moi ça me plaît, l'idée m'a frappé et je la ferai quand même. Et ça a été
un succès extraordinaire. Inauguration avec Brigitte Bardot, Alain Delon, Jean Marais, les très grandes stars. C'était véritablement le lieu où tout le monde voulait se retrouver. Et c'est vrai que c'était le lieu où il fallait être. Mais le drugstore, tel qu'il est imaginé par mon père dans ces années-là, c'est avant tout dans sa tête, et ça a été constamment et toute sa vie, ça va faire plaisir aux jeunes. Je les porte parce que ça me plaît. Êtes-vous folle? Moi, je ne suis pas folle. Il faut vraiment avoir la rage de convaincre pour imposer des choses nouvelles qui secouent un peu la société. Dans les années 60, Publicis domine. Domine pas par la puissance ou par l'argent, domine par le talent. Marcel Bleustein-Blanchet, à cette époque, est considéré comme le pape de la publicité et me recrute. L'entretien démarre très mal. Marcel Bleustein-Blanchet me pose des questions sur moi et je suis absolument incapable de répondre. Je suis tétanisé. Puis tout d'un coup, il me pose une question sur l'informatique. Et je pars. Mais je pars. Il ne peut pas m'arrêter. Donc on continue l'échange, c'est formidable. Et puis à la fin, il se lève et il me dit « Un jour, jeune homme, vous dirigerez cette maison ». Je suis parti sur un petit nuage. Ma femme m'explique qu'il a dû dire ça à tout le monde. Et en fait, j'ai découvert qu'il l'avait dit à personne. Et je crois que c'est arrivé. À l'époque, quand je rejoins Publicis, ma mission est de transformer l'entreprise par l'informatique. On a mis la totalité des informations sur ordinateur. Quand je dis la totalité, c'est toutes les campagnes qui étaient en cours, c'était toutes les opérations du drugstore, toutes les opérations de régie presse, et pas seulement les opérations comptables. Et Publicis, c'est quasiment la seule agence qui met toutes ces technologies en œuvre et toutes ces sciences et domine le marché. Je pense que j'ai réalisé les rêves de ma jeunesse et que je les ai même dépassés. Je ne croyais pas que ce soit possible. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Eh bien, cette nuit, une partie de l'empire de Marcel Bleustein-Blanchet s'est écroulée. Les flammes ont ravagé l'immeuble de Publicis aux Champs-Élysées. La foule est massée de l'autre côté de la rue et j'ai ce sentiment affreux qu'elle est au spectacle. Je rejoins Marcel Bleustein-Blanchet, mais c'est pas tellement pour le rejoindre, c'est surtout, il est là, devant l'immeuble qui est en train de brûler, et il est stoïque, et il regarde l'œuvre de sa vie qui est en train de disparaître. Je veux entrer, les pompiers me l'interdisent, je vois une espèce de commande-car ou de jeep, et il y a une veste en cuir et un casque de pompier, Messa. Et le pompier qui garde l'entrée du côté de la rue Vernet se met au garde à vous et je rentre. Honnêtement, le premier mouvement, c'est les équipes travaillaient en 3-8. Il y a peut-être des gens qui sont là. J'ai mal aux yeux. Et j'avale de la fumée âcre. Je suis dans l'obscurité la plus totale. Je patauge dans l'eau. Mu par une intuition, me dit que tout ceci allait être fermé, qu'on n'allait pas avoir accès. Et donc je casse une fenêtre et je balance par la fenêtre tout le matériel que je peux. Et je le jette, et je jette, et je jette, en me disant, on va essayer de repartir avec ce que l'on va être en mesure de lire. Les Champs-Élysées ont retrouvé leur calme.
Après l'incendie de la nuit dernière, il ne reste que ses ruines. Ici s'élevait un immeuble qui groupait Régipresse, le drugstore, l'agence Publicis et le cinéma du même nom. Les 1600 employés sont venus ce matin à 9h contempler le désastre. Tous étaient graves, tous ont tenu à attester leur présence. Je vous demande d'être confiants et rassurés. Nous sommes en train de rechercher le plus tôt possible les locaux nécessaires pour vous y loger. Les règlements de fin de mois sont assurés. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Je pense que comme d'habitude, vous me ferez confiance. Dans quelques jours, vous serez logés, je vous le promets. Merci. On réussit à convaincre IBM de nous donner une machine et on commence à lire les bandes. Et on constate qu'effectivement, on peut retrouver les données. Et pendant quelques jours et nuits, on travaille sans relâche, ce qui fait que le mardi d'après, chaque collaborateur avait la liste complète de tout ce qu'il avait à faire, savait exactement où il en était sur les campagnes, les fournisseurs ont été payés, les clients ont été facturés, les salariés ont été payés et l'entreprise a redémarré. Et ça m'a beaucoup impressionné, que 2 fois Publicis ait pu reprendre après des désastres pareils. Formidable. Et il a dit ces 2 mots. Publicis continue. Et Publicis a continué. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors fallait pleurer sur les cendres ou reconstruire? Beaucoup de nos concurrents, après les premiers gestes de sympathie, ils se sont dit, il faut laisser Publicis reconstruire, on va s'occuper des clients. Non. Notre immeuble au 133 avenue des Champs-Élysées, non seulement fait partie de notre histoire et de notre ADN, mais quelque chose d'essentiel aujourd'hui encore pour Publicis. Alors, c'est Maurice qui est en charge de la déco. On n'est pas toujours d'accord, mais tant que ça lui plaît, tout va bien. Mais c'est surtout un endroit où on peut recevoir notamment nos clients internationaux. À chaque fois, on leur remontre que cet immeuble était celui d'Eisenhower à la libération de Paris, qu'il est parti en flammes et qu'il a été reconstruit. Ils comprennent une partie de la culture de Publicis. Et évidemment, ça en fera un endroit formidable pour des marques de luxe, mais non, ça va rester les meubles Publicis parce que là encore, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre différence et ça fait partie des choses qui font notre culture. Marcel Bleustein-Blanchet avait compris que la dimension au moins européenne était importante. Et en mars ou avril 1972, donc quelques mois avant l'incendie, il fait une première acquisition qui est le réseau Intermarco. Mais le réseau Intermarco, c'est tout petit. Et il fallait très vite le compléter si on voulait être crédible. Et il s'attaque à un deuxième réseau, qui est le réseau Farner. Il faut bien comprendre ce que représentait le Paris de Marcel Bleustein-Blanchet. Aucune agence française n'avait encore réussi hors de l'Hexagone. L'Europe de la publicité était largement dominée par les agences américaines. Cette situation devait être modifiée par la volonté d'un homme à un moment où d'autres auraient renoncé. Résultat, 21 agences dans 16 pays. Jusqu'au moment où Marcel Bleustein-Blanchet décide de me nommer président de son agence, Publicis Conseil, celle par laquelle tout a commencé. Dis pour ça. Dès les années 70, on a travaillé avec Chabrol, Sergio Leone, Ridley Scott. On a fait des films extraordinaires avec cette ribambelle extraordinaire de talent. C'était formidable pour nous parce que ça nous élevait. Et à chaque fois, on apprenait. Dans les années 90, il y a une chose plus intéressante qui s'est passée, c'est que Publicis est très vite devenue la première agence web française. Hi there.
I'm Paul Perkenstein, and welcome to the wide world of web. Ce qui fait que très vite, nous nous sommes trouvés avec une valorisation qui était meilleure que celle de nos concurrents. Et à un moment donné, je vais voir Elisabeth Badinter et je lui propose l'acquisition de Saatchi. Elle dit banco. Et quand vous le regardiez de l'extérieur, c'était un peu comme si Bull, à l'époque, avait décidé de racheter Microsoft. On se disait « waouh !» Mon père a commencé cette internationalisation de Publicis, mais c'était en Europe. Maurice Lévy l'a mondialisé, à toute vitesse, et vraiment à toute vitesse. Fastest of the modern airliners is the Concorde, cruising the skies at Mach 2. Marcel Blostel-Blanchet, quand je lui dis cela et que je parle des États-Unis, me dit « Mais Maurice, qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? C'est la Mecque de la publicité. Ils ont tout. Ils savent tout, mieux que nous. Qu'est-ce qu'on va leur apporter ?» Et je lui ai dit « Rien. Mais on va leur prendre. » Il a compris avant tout le monde que le digital allait être au cœur de la création et des médias. Et il s'est lancé dans une stratégie d'acquisition très ambitieuse pour prendre un avantage compétitif déterminant par rapport à tous nos concurrents de l'époque. Ce qui m'a vraiment importé et que j'admirais vraiment, c'est les capacités d'anticipation de Maurice Lévy sur le futur. Toutes les agences internationales se positionner sur les campagnes internationales. Les campagnes internationales, elles sont bonnes pour la couche internationale de la population. Certains donneraient tout pour un Coca-Cola bien frais. You know where to find it. Siempre Coca-Cola. Mais les couches profondes, elles sont locales. Elles vivent localement. Elles parlent des langues locales. Elles ont des us et des habitudes, une culture locale. Elles ont été biberonnées à des comptines locales. C'est cette localité qu'il faut préserver. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut faire viva la différence. Et donc, on va offrir aux annonceurs la possibilité d'entrer en profondeur dans les populations locales. On obtenait des résultats exceptionnels, et ça nous permettait aussi de montrer à nos clients qu'on les emmenait toujours un peu plus loin, un peu plus haut, et qu'on les faisait gagner. Au fond, ce qu'il faisait, c'était pas de racheter des marques, c'était de faire venir de nouveaux talents au sein de ces marques pour travailler pour des clients qui commençaient à se développer à l'international. Quand arrive le moment de tirer ma révérence et de laisser la place, Arthur se détache très vite. Il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire, vous ?» Je dis « Moi, je m'en vais. » Et il me répond « Si vous partez, je ne prends pas le job. » Parce que si Maurice Lévy s'en va, je ne suis pas le bon CEO pour Publicis. Parce que je peux peut-être apporter beaucoup, mais j'aurais besoin de lui pour réussir. Et au moment où j'arrive, on est très challengé par les grandes plateformes, les Facebook, les Google, et les investisseurs, comme certains clients, disent au fond, notre industrie va disparaître. Et on a fait beaucoup de paris très audacieux. Le premier, c'est celui de la personnalisation. Et on fait une acquisition très importante dans la data, qui honnêtement n'est pas perçue comme positive par le marché. Et puis, à l'époque, en 2017, on se dit, et si l'AI, l'intelligence artificielle, avait quelque chose à faire avec les métiers du marketing, et on lance Marcel, du nom de notre fondateur. Bonjour, how can I help you? What are you? I am the first professional assistant. I use artificial intelligence and machine learning technologies to help 80,000 employees in 130 countries collaborate in radical new ways. Et tout le monde, pendant 2-3 ans, se dit ils sont en train de dépenser de l'argent pour rien, il y a des titres de presse qui disent que je devrais être viré. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Et puis le Covid arrive. Et au fond, ce nouveau monde était fait pour Marcel, ou Marcel était fait pour ce nouveau monde.
Et ça nous a permis non seulement de passer la crise mieux que les autres, mais surtout de repartir plus vite que les autres. On parle beaucoup du développement de Publicis, de sa place sur le marché mondial, des victoires qu'on a pu avoir, mais une des choses dont on parle peut-être moins, qui est au cœur du groupe depuis 100 ans, c'est sa capacité à jouer un rôle social et sociétal en France et au-delà. Mais si vous regardez une fois de plus l'histoire de Publicis, le rôle qu'on a pu jouer dans l'égalité homme-femme, Show me what it looks like to run like a girl. Le rôle qu'on a pu jouer dans l'égalité des chances, la fondation de la vocation est par exemple un exemple formidable de comment est-ce qu'on aide des dizaines de jeunes tous les ans à réaliser leurs projets. C'est une idée que Marcel Bleustein-Blanchet a eue pendant la guerre. Et je dis, si je sors de là, un jour je créerai la fondation de la vocation et je donnerai comme ça la possibilité à des jeunes de faire ce dont ils rêvent. Working with Cancer s'inscrit évidemment dans cette démarche. Le fait d'avoir pu exposer au fond à mes collaborateurs et à l'industrie ma vulnérabilité s'est transformé en une grande force. Et donc on a monté Working with Cancer, qui est là pour faire tomber les tabous du cancer sur le lieu de travail. On a plus de 4000 entreprises qui nous ont rejoints. On a 40 millions de personnes qui sont couvertes par le programme qu'on a mis en place. Et c'est évidemment quelque chose dont on est très fier, et moi particulièrement, mais c'est aussi et surtout quelque chose d'utile. À l'âge que j'ai, une seule chose m'intéresse, l'avenir. Là où je pense que beaucoup se trompent encore, c'est que l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est l'humain. C'est pas la technologie. Nous avons mis l'intelligence artificielle au service de Publicis dès 2017. À l'époque, on était 70 000. Aujourd'hui, on est à peu près 110 000. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que bien employée, l'intelligence artificielle peut créer des emplois. Et ce qu'on essaye de faire à Publicis depuis toujours, depuis toutes les révolutions qu'on a connues, c'est une fois de plus de mettre les femmes et les hommes de Publicis au centre de tout ce qu'on fait et de faire les paris audacieux qui nous permettent de les faire progresser. Je pense que l'aventure de papa, l'esprit d'aventure est maintenant partagé par la plupart des collaborateurs de Publicis. Et ça s'est transmis. Publicis, c'est d'abord et avant tout l'histoire d'un homme, celle de Marcel Bleustein-Blanchet. C'est l'histoire que j'ai voulu continuer. Je n'ai jamais essayé de transgresser les valeurs de Marcel. Je n'ai pas voulu inventer autre chose. C'est donc cette histoire extraordinaire. C'est un souffle. Pas seulement un souffle de créativité ou d'innovation ou un souffle d'humanisme. C'est un souffle qui fait porter les gens. On peut dire aussi que c'est ce souffle qui donne la vie. La vie à une entreprise et donc à sa collectivité. Et à Publicis, on est en train de faire la démonstration que quand vous avez les meilleurs talents, vous pouvez tirer le meilleur de l'avenir. Il est évidemment impossible de prédire ce que sera Publicis dans 100 ans. Regardez Marcel Bleustein-Blanchet. Il y a 100 ans, il crée Publicis, cette petite agence à Montmartre, dans ce petit local, en haut de cet escalier, et 100 ans plus tard, c'est le leader mondial. Qui peut dire ce que nous serons dans 100 ans ? Mais même si on ne peut pas prédire l'avenir, nous avons la responsabilité de l'anticiper. Comme on l'a toujours fait, et comme l'ont toujours fait Marcel Bleustein-Blanchet et Maurice Lévy. Et l'anticiper, c'est d'abord ne jamais oublier notre raison d'être. Notre raison d'être dans cette industrie, c'est la créativité. C'est la capacité à apporter des idées à nos clients qui peuvent changer leur avenir. Et je crois que je me suis attelé à une chose, donner à la publicité ses titres de noblesse, lui permettre d'être enfin reconnu et que les jeunes y viennent. Ils sont là aujourd'hui. Regardez, le fondateur, l'avenir. Ouais, formidable. Formidable. Regardez ça, regardez ça. Marcel était magnifique. Ah bah vous étiez aussi avec Yannick Noah, mais vous êtes très people, Maurice. Ouais. Mais est-ce que vous savez qui c'est ça? Non. Moi non plus. Donnez-nous l'explication, s'il vous plaît, de la présence de tous ces lions chez vous. En fait, vous savez, c'est mon mois de naissance. Et on dit que les lions sont orgueilleux.
Peut-être. C'est un de mes défauts. En tous les cas, c'est un symbole pour moi puisqu'il m'a réussi. Alors je lui suis reconnaissant. C'est pourquoi j'ai beaucoup de lions dans ma maison.